Et l'enregistrement sera lancé. Voilà, c'est parti. Donc, on va terminer les révisions des différents cours aujourd'hui, puisqu'on va continuer la leçon sur les ondes, puisqu'on a repassé en revue tous les phénomènes liés à la pression, l'hydrostatique, l'hydrodynamique, la chaleur, etc. Et donc, on termine aujourd'hui avec les révisions sur les chapitres du Q2 qui ont été enseignés en fait au premier semestre, comme je vous rappelle, pour des raisons simples d'horaire. Une des propriétés fondamentales des phénomènes ondulatoires, c'est qu'ils se comportent différemment que des phénomènes de type particulaire devant les obstacles. Lorsqu'on soumet un obstacle à une onde, eh bien, il est capable, l'onde se propage de façon complètement différente que si c'était simplement des particules. Si vous regardez simplement ici un trou, eh bien, si c'était un système de particules, des billes ou des objets simples, des molécules qui seraient envoyées à travers ce trou, eh bien, derrière le trou, vous obtiendrez une tâche simple due à, je dirais, l'image de ce trou sur l'écran. Par contre, si c'est un phénomène ondulatoire, eh bien, le trou va se comporter de façon, l'onde va se comporter de façon étonnante, dans la mesure où le trou va, chaque partie matérielle de ce trou va émettre sa propre onde et on va avoir un résultat derrière qui est une onde très large qui ne dépend pas, qui ne représente pas, je dirais, le trou de façon géométrique. Ces phénomènes-là s'appellent le phénomène de diffraction. Et donc, en quelque sorte, l'onde est capable de, je dirais, contourner un obstacle. Ici, je mets par exemple un mur qui s'arrête, eh bien, l'onde va pouvoir contourner l'obstacle qui lui est présenté, ou ici être diffractée par cette fente et remplir le milieu externe de façon différente, comme je l'ai dit, au phénomène particulier. Ce phénomène-là, comme je l'ai dit, s'appelle la diffraction. De même, il y a un phénomène particulier à l'onde qui s'appelle l'interférence. Lorsque vous avez deux sources, ici les deux points gris, qui émettent une onde, que ce soit une onde sonore, une onde lumineuse, une onde de déformation matérielle, eh bien, l'onde peut arriver ici de la première source vers le détecteur placé à une distance R1 de la première source. La deuxième onde provenant de la deuxième source située à une distance R2 du détecteur, eh bien, le détecteur ici va recevoir la somme des deux phénomènes ondulatoires. Mais la somme des deux phénomènes ondulatoires, si je prends par exemple des exemples d'ondes sinusoïdales, ce qui est plus simple à manipuler, mais le résultat est tout à fait général, eh bien, la somme de ces deux sinus va se transformer par la relation de Simpson, qui dit que la somme de deux sinus se transforme en un produit du sinus de la demi-somme et un cosinus de la demi-différence. Eh bien, il arrive à ce moment-là que la somme de deux sinus va contenir un produit dont le cosinus ne dépend plus du temps. Vous voyez ici, vous n'avez que K, le nombre d'ondes, fois R1 moins R2 sur 2. Ce qui veut dire en fait que si ce cosinus est nul, comme vous avez un produit qui est là, eh bien le produit total est nul. Un phénomène ondulatoire a cette particularité de, si il y a deux sources émettant des ondes, ici de même fréquence oméga, c'est vraiment important pour le calcul, eh bien le détecteur qui est placé à une certaine distance R1 et R2 des deux sources peut parfaitement avoir une somme totale qui est nulle. Il suffit que le cosinus soit zéro. C'est-à-dire, il suffit que le nombre d'ondes fois la différence de distance divisé par 2 soit un nombre impair de pi demi, puisque tout cosinus de pi demi fait 0, cosinus 3 pi demi fait 0, et ainsi de suite. Donc, si le nombre d'ondes multiplié par la différence de distance divisé par 2 est un multiple impair de z plus 1 de pi demi, la somme est 0. C'est-à-dire que l'onde, les deux ondes s'annulent, alors que si c'était un phénomène particulier, si vous envoyez ici, la première source émet des petites billes ou des particules, que la deuxième source émet des billes, eh bien le détecteur recevra la somme des deux billes et il n'y a pas moyen d'avoir une annulation.
tandis qu'avec des ondes, il est possible effectivement d'avoir une annihilation du phénomène ondulatoire, c'est-à-dire deux sources sonores, par exemple, vont donner un résultat total sans son. De même, deux sources d'ondes lumineuses vont donner un résultat en un certain lieu de somme nulle, c'est-à-dire pas d'ondes lumineuses, donc pas de lumière. On peut remplacer évidemment le nombre d'ondes par sa définition 2π sur la longueur d'onde, ce qui signifie simplement que le phénomène d'interférence qu'on appellera destructive, puisqu'il n'y a plus d'onde, la somme fait zéro, est possible si la différence de chemin R1 moins R2 est un multiple impair de la demi-longueur d'onde. Et donc la somme est nulle, pas de son, pas de lumière, par exemple, pour les deux phénomènes ondulatoires simples. Bien entendu, c'est la même chose pour les vibrations de n'importe quel type de matière, comme par exemple les tremblements de terre. Il peut y avoir des zones où le tremblement de terre n'a pas lieu, puisque la somme des deux est zéro. Et donc, cette interférence est une situation extrêmement indicative de la présence d'un phénomène ondulatoire. Alors, pour créer deux sources d'ondes avec la même fréquence, c'est évidemment beaucoup plus simple que de présenter à une seule source un écran dans lequel j'ai fait simplement deux trous. Les deux trous sont alors émetteurs d'ondes de même fréquence. Et donc, sur un écran placé à une distance L, si les deux trous sont séparés d'une distance D, on peut calculer à quelle position grand X sur cet écran la somme des deux ondes est zéro, c'est-à-dire qu'ici, on n'aura pas de son ou pas de lumière. On peut calculer la distance R1 et la distance R2 de façon géométrique en utilisant le théorème de Pythagore. On peut à ce moment-là demander que la différence soit un nombre impair de fois la demi-longueur d'onde. Si on fait le calcul algébrique, on en déduit que la distance x à laquelle on aura la première interférence destructrice multipliée par la distance entre les deux trous divisée par la longueur L est un multiple impair de demi-longueur d'onde. Si je prends une distance relativement petite par rapport, donc x petit par rapport à la distance grand L, eh bien l'angle θ pour lequel l'interférence destructrice arrive sera donné par la relation simple. L'angle θ est à peu près égal à un nombre impair de fois la longueur d'onde divisée par 2 fois la distance qui sépare les deux trous. Donc, ça, c'est la technique classique pour la démonstration expérimentale d'un phénomène ondulatoire. On présente à ce phénomène ondulatoire un écran dans lequel on a percé deux trous extrêmement petits, séparés par une petite distance grand D, et on mesure si oui ou non il y a interférence destructrice sur un écran placé à une distance L. Si c'est le cas, on sait que le phénomène qui est là est un phénomène ondulatoire. C'est comme ça qu'on a démontré que la lumière était un phénomène ondulatoire et pas un phénomène corpusculaire. Alors aujourd'hui, qu'au XXIe siècle, c'est un peu plus compliqué après la naissance de la mécanique quantique, dans la mesure où les phénomènes sont à la fois ondulatoires et corpusculaires, et cela, évidemment, rend la théorie atomique un peu plus complexe que la mécanique classique que je vous présente actuellement. Et cette interférence va dépendre évidemment de la forme du trou, de la forme des obstacles. Voici par exemple la diffraction par un trou simple circulaire. Eh bien, pour un trou simple circulaire, on voit apparaître une tache ronde, là ça ne surprend pas, mais puis la zone sombre et de nouveau une tache circulaire claire, et ainsi de suite. Lorsque le trou est carré, par exemple, eh bien, on voit apparaître toute une série de figures qu'on appelle les figures d'interférence ou simplement les figures de diffraction. Une des propriétés simples de l'onde, c'est la réflexion, à savoir qu'une onde qui arrive sur un obstacle, il y aura toujours une partie réfléchie de cette onde par l'obstacle. Et l'angle avec lequel l'onde arrive sur l'obstacle, ce qu'on appelle l'angle d'incidence, sera égal à l'angle de réflexion. La réfraction, par contre, rappelez-vous, dans les cours d'optique, on l'a utilisé, lorsqu'une onde passe d'un milieu
1 à un milieu 2 dans lequel la vitesse de propagation est différente, si la vitesse dans le milieu 1 est différente de la vitesse dans le milieu 2, eh bien cette fois-ci, l'angle de réfraction à l'intérieur du milieu numéro 2 sera différent de l'angle d'incidence dans le milieu 1. Et la relation que l'on obtient est liée simplement au fait que le temps nécessaire de propagation dans le milieu 1 sera le même dans le milieu 2, mais comme la vitesse est différente, eh bien, le déplacement dans le milieu 2 sera différent du déplacement dans le milieu 1 pour le même durée, puisque la vitesse n'est pas la même. Et donc, on peut calculer à ce moment-là quel est le vecteur AA' par rapport au vecteur BB', et on trouve à ce moment-là que le sinus de l'angle dans le milieu 1 divisé par la vitesse dans le milieu 1 est égal au sinus de l'angle dans le milieu 2 divisé par la vitesse dans le milieu 2. Je vous rappelle qu'en optique, l'inverse de la vitesse de propagation était ce qu'on appelle l'indice de réfraction, plus exactement le rapport de la vitesse de propagation dans le vide et la vitesse de propagation dans le milieu s'appelait l'indice de réfraction du milieu. Ça, c'est pour uniquement l'optique, c'est-à-dire l'onde lumineuse, l'onde électromagnétique. Mais ce phénomène de réfraction est partout équivalent. Il est donc équivalent aussi, par exemple, pour le son. Et donc, le son peut se manipuler au même titre qu'on manipule l'onde électromagnétique, donc la lumière. On peut fabriquer des lentilles correspondantes aux lentilles sonores. On peut fabriquer des miroirs sonores. Bref, on peut travailler les mêmes phénomènes, que ce soit, quel que soit le type d'onde que l'on a, que ce soit l'onde sonore ou l'onde électromagnétique. Donc, fondamentalement, la fréquence ne change pas. Lorsqu'on passe d'un milieu à un autre milieu, ce qui change, c'est la longueur d'onde. Pour la lumière, comme je l'ai dit, on définit un indice de réfraction qui est le rapport entre la vitesse dans le vide et la vitesse dans le milieu, puisque pour la lumière, la vitesse dans le vide est la plus grande et que dans la vitesse dans les milieux, dans le monde électromagnétique, dans l'eau, dans la matière, la vitesse de la lumière sera plus petite. Le rapport des deux est donc plus grand que 1 et l'indice de réfraction sera donc toujours plus grand que 1. Par contre, les ondes sonores, je vous rappelle, ne se propagent pas dans le vide et les ondes sonores vont de plus en plus vite en fonction de la densité, entre guillemets, du matériau. Dans l'air, vous avez une vitesse de propagation de l'ordre de 300 mètres par seconde, 300, 340. Par contre, dans l'eau, vous pouvez monter jusqu'à 1500 mètres par seconde. Et dans les corps solides, la vitesse est encore plus grande. Je vous renvoie au cours correspondant. Donc, pour les ondes lumineuses électromagnétiques, on utilise le concept d'indice de réfraction. Et donc, cette loi qui disait le sinus de l'angle dans le premier milieu divisé par la vitesse dans le milieu peut être remplacée par l'indice de réfraction du milieu fois sinus de l'angle dans le milieu égale l'indice de réfraction dans le deuxième milieu fois le sinus de l'angle dans le deuxième milieu. On utilise en optique le mot réfringent, un peu barbare certes. Lorsque le milieu a un indice de réfraction plus grand, on le dira plus réfringent. Par exemple, dans l'eau, on a un indice de 1,33 et le verre 1,6. Cette technique de réfraction, le passage d'un milieu à un autre milieu, fait qu'il existe des situations où le rayon lumineux ne sort pas du milieu en question. Dans la petite expérience qui suit, vous allez voir ce qu'il en est. Vous avez une pièce de monnaie, l'expérimentateur va placer en verre qu'il va remplir d'eau et vous verrez à un moment donné que la pièce de monnaie n'est plus visible par l'observateur qui est en train de regarder cette pièce de monnaie. J'espère que le son va passer. Si ce n'est pas le cas, vous me le dites. Eh bien, oups, il y a un souci ici par rapport à ce film qui ne devrait pas apparaître là. Excusez-moi. Tout de suite. Start TV. Qu'est-ce que c'est que ce business? Voilà.
OK. Je vais reprendre ici, puisque clairement, l'image du film, je ne sais pas pourquoi. Je repartage. Voilà, désolé, vous voyez bien maintenant, je procède là. Donc, lorsqu'on reprend l'équation de réfraction, l'indice de réfraction N1 fois le sinus de l'angle dans le milieu 1, qui doit être égal à l'indice de réfraction N2 fois le sinus de l'angle dans le milieu 2, et que je prends par exemple le passage possible de l'eau au verre, du verre à l'air, du verre à l'eau ou de l'eau au verre, bref, je peux voir que cette situation va poser un petit problème. Supposons que je calcule l'angle nécessaire pour que le rayon lumineux passe de l'eau à l'air, eh bien je prends l'indice de réfraction de l'eau fois le sinus de l'angle incident dans l'eau doit être égal à l'indice de réfraction dans l'air qui vaut 1 fois le sinus de l'angle que fait l'onde dans l'air. On voit à ce moment-là que cette relation est simple. Je peux déterminer le sinus de l'onde que l'onde fait dans l'eau, puisque ce sinus est égal doit être plus grand ou égal à 1 sur 1,33. Et comme cette quantité-là est plus petite que 1, eh bien, il existe effectivement des sinus qui obéissent à cette équation. Ce qui veut dire que si par hasard le sinus de θ est plus grand que 1 sur 1,33, alors 1,33 fois le sinus de θO sera plus grand que 1, et donc le sinus de l'angle dans l'air ne peut pas exister, puisque le sinus est toujours plus petit que 1. Ce qui veut dire que si l'angle que fait l'onde dans l'eau est supérieur à 48,75 degrés, son sinus sera plus grand que 1 sur 1,33, ce qui veut dire que le sinus de l'angle dans l'air devrait être plus grand que 1, ce qui est impossible, ce qui veut dire que le rayon lumineux qui était dans l'eau et dont l'angle d'incidence est supérieur à 48,75 degrés ne passera pas dans l'air. S'il ne passe pas dans l'air, cela signifie que le rayon est totalement réfléchi et reste dans l'eau. Et donc, il y a réflexion totale. Pour le passage, par exemple, du verre à l'air, même chose. Si l'angle d'incidence du rayon dans le verre est supérieur à 38,68 degrés, eh bien, l'angle dans l'air ne peut pas exister, ce qui veut dire que le rayon lumineux reste dans le verre et est simplement réfléchi par la paroi qui sépare le verre de l'air. C'est cette technique qu'on utilise par exemple dans le prisme qui fait 45 degrés. Donc vous avez une structure de prisme, donc un triangle rectangle ici qui a un angle droit et deux angles de 45 degrés. Le rayon lumineux arrive de l'air avec un angle d'incidence nul. Comme l'angle d'incidence est nul, eh bien l'angle de réfraction est nul, donc le rayon lumineux pénètre exactement avec le même angle d'incidence nul et donc de réfraction nulle, pénètre évidemment dans le verre. Mais le rayon lumineux maintenant dans le verre tombe sur la paroi qui sépare le verre de l'air. L'angle qui est là est de 45 degrés, il est donc supérieur à 38,68 degrés, et donc le rayon lumineux ne peut pas passer du verre à l'air. Le bilan, c'est qu'il n'y a que la partie réfléchie qui existe, le rayon lumineux rebondit en faisant 45 degrés, puisque l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion lorsque on a une onde réfléchie sur une paroi qui sépare deux milieux. Maintenant, l'onde en orange ici, le rayon en orange, revient sur la deuxième paroi. Cette fois-ci, l'angle d'incidence est nul, et là, il peut évidemment passer de verre à l'air. Et donc, un prisme comme ça, optique ou sonore, est capable en fait de faire changer de direction à angle droit une onde, un rayon lumineux ou une onde sonore. Il est capable d'avoir ici un transfert direct à angle droit. Donc, cette technique est la même en quelque sorte qu'un miroir presque parfait. Simplement, on change la direction de 90 degrés. Si on remet un deuxième prisme, le même mais de l'autre côté, on reviendra en renvoyant un rayon parallèle qu'on aura ainsi décalé par rapport au rayon de départ. Cette technique optique est utilisée par exemple dans les jumelles.
où les rayons lumineux qui arrivent à l'entrée des jumelles est renvoyé parallèlement à lui-même, à l'extrémité des jumelles, là où vous posez vos yeux, puisque la distance entre vos deux yeux est souvent différente que la distance entre les deux lentilles d'entrée de la paire de jumelles. Dans le film qui est là, voilà. Posons un verre vide sur une pièce de monnaie et remplissons-le avec de l'eau. Nous constatons que la pièce disparaît alors qu'elle est toujours sous le verre. C'est la réflexion totale sur la paroi du récipient des rayons lumineux issus de la pièce qui nous empêche de voir celle-ci. Voilà, j'espère que le son est passé. Vous avez entendu le son de l'expérimentateur? Oui, non? Parfait. Et donc, la technique de réflexion totale peut être utilisée effectivement dans une série d'appareillages de magie, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on utilise cette technique pour masquer un objet à l'œil du spectateur. Deuxième expérience du même type, l'expérimentateur va plonger une craie dans un tube à essai qui est en verre et il va plonger le tube à essai dans l'eau. Là aussi, à cause de la réflexion totale, et bien à un moment donné, la craie va disparaître, entre guillemets, c'est-à-dire ne sera plus visible par l'observateur. Plaçons un morceau de craie bleue dans un tube à essai et plongeons ce tube dans un récipient rempli d'eau, tout en l'observant depuis la surface de l'eau. Si le tube est fortement incliné par rapport à la normale à la surface de l'eau, nous continuons à observer le morceau de craie plongé dans l'eau à l'intérieur du tube à essai. Si nous rapprochons le tube de cette normale, nous observons alors la disparition du morceau de craie et l'apparition d'un reflet argenté dû à une réflexion totale de la lumière éclairant le tube immergé contenant le morceau de craie. Revoyons l'expérience. Voilà la deuxième petite expérience classique. Alors, un autre phénomène important dans le phénomène ondulatoire, dans le chapitre sur les ondes, c'est l'effet Doppler qui est aussi important, aussi bien pour les ondes lumineuses que pour les ondes sonores, et dont on utilise évidemment cet effet pour mesurer toute une série de données particulières sur le phénomène ondulatoire. L'effet Doppler apparaît dès que soit la source de l'onde ou l'observateur se déplace l'un par rapport à l'autre, ou évidemment les deux. Donc, supposons que j'ai ici un observateur qui est fixe, et donc sa trajectoire dans un espace-temps, c'est x reste constant, et donc l'observateur en bleu ici est immobile, c'est-à-dire que le temps s'écoule, sa coordonnée par rapport à la source ne change pas. Supposons qu'on ait une source qui est en mouvement rectiligne, on va toujours dans les exercices s'occuper de mouvements rectilignes, et donc la source a comme équation la vitesse de la source v indice s fois le temps. Supposons maintenant que cette source émette des ondes, eh bien, cette onde à un moment donné est émise et à un autre moment donné s'arrête. J'ai donc deux équations du mouvement, d'une part pour le début de l'onde en vert, avec comme trajectoire x égale ct, où c est la vitesse du phénomène ondulatoire et t est le temps. De même, l'onde s'arrête et j'ai une deuxième équation de propagation de la fin de l'onde. Et cette équation-là, c'est une équation de droite qui consiste à partir du point où l'onde se termine. Et donc, j'écris l'équation de la fin de l'onde comme x moins la vitesse de la source fois le temps nécessaire à l'arrêt ts égale c fois t moins ts, qui est le temps ici entre t et entre le début et la fin de l'onde. Donc, j'ai simplement deux équations de droite, le début de l'onde et la fin de l'onde, et je vais regarder pour l'observateur quand l'observateur reçoit le début et quand l'observateur reçoit la fin. Et donc, je vais déterminer pour l'observateur, qui est immobile et la source en mouvement, quelle est la durée de l'émission de l'onde pour quand la source est en mouvement rectiligne uniforme. Je peux donc directement établir l'intersection du début
de l'onde avec la position de l'observateur. J'ai donc une équation triviale. X de l'observateur égale C fois T1, T1 étant le temps où l'observateur reçoit le début de l'onde. Et je détermine ainsi les coordonnées T1, X0 du début du phénomène ondulatoire pour l'observateur. Je peux calculer de même le temps T2 de la fin de la réception du signal par l'observateur en égalant l'équation de la droite de la fin du phénomène ondulatoire avec l'équation de l'observateur. Et donc je détermine le temps T2 où l'observateur détermine la fin du phénomène ondulatoire. Je peux donc à ce moment-là soustraire simplement les deux équations et trouver qu'il y a une relation entre le temps vu par l'observateur, qui est T2 moins T1, et le temps vu par la source, qui était indice S. Et j'ai une relation qui dit que la vitesse de l'onde moins la vitesse de la source multipliée par le temps, la durée de l'onde pour la source, est égale à la vitesse de l'onde multipliée par la durée de l'onde pour l'observateur. Cette relation-là est la même, évidemment, pour le début et la fin de l'onde, mais aussi pour une période, évidemment, puisque une période, c'est la même chose, c'est le temps de début et le temps de fin, et donc la durée est simplement la période. Si j'inverse la période, j'obtiens la fréquence, et donc ici, si j'inverse T0, c'est 1 sur F0, le temps pour la source est 1 sur la fréquence de la source, je fais passer la fréquence de la source à droite et la fréquence de l'observateur à gauche, et j'obtiens que la vitesse de l'onde moins la vitesse de la source fois la fréquence observée par l'observateur est égale à la vitesse de l'onde fois la fréquence d'émission de la source. Donc, dans l'effet Doppler, la seule façon de résoudre ce problème, dans la mesure où je n'ai fait qu'un seul cas ici, à savoir l'observateur immobile et la source en mouvement, mais vous pouvez faire tous les cas possibles, la source s'éloigne ou se rapproche, l'observateur s'éloigne ou se rapproche de la source, donc au minimum il y a 4 cas, mais chaque fois vous pouvez déterminer le temps de début et le temps de fin par l'intersection simple de droites. Par ailleurs, la droite verte, la première et la deuxième, celle du début de l'onde et de la fin de l'onde, sont exactement les mêmes, c'est des droites parallèles. Et donc, en fait, souvent dans les exercices, vous n'avez qu'à faire qu'une seule droite pour déterminer le point. Et donc, à ce moment-là, vous répétez 2 fois le même calcul sans devoir le faire, en quelque sorte. Il suffit de faire qu'un seul calcul, et vous déterminez directement le temps de début et le temps de fin. Évidemment, dans l'exercice, on a un peu plus de complexité que ce que je viens de faire ici, dans la mesure où souvent, on demande qu'est-ce qui se passe quand l'onde est réfléchie par l'observateur, c'est-à-dire que l'onde revient de l'observateur vers la source. C'est souvent, évidemment, ce phénomène-là qui se passe au niveau d'un détecteur, par exemple. C'est l'émetteur est à la fois le détecteur de réception de l'onde, comme par exemple la détection par radar de la vitesse d'un objet. Eh bien, le détecteur va émettre l'onde qui va venir rebondir sur l'obstacle, et cette onde est de nouveau reçue par l'émetteur. Donc l'émetteur va comparer la fréquence à laquelle il a émis le son, par exemple, ou l'onde électromagnétique, avec la fréquence à laquelle il reçoit l'écho. Et en mesurant la fréquence reçue comme écho, et en mesurant la durée de cet écho, il peut déterminer de tas d'informations sur l'obstacle qui a réfléchi l'onde, c'est-à-dire l'obstacle qui a fait l'écho. Par exemple, il peut déterminer sa distance, il peut déterminer sa vitesse. Et donc, les mesures radar de vitesse se font, entre autres, par une technique d'effet Doppler, où on émet une onde vers l'obstacle qui réfléchit cette onde. Et donc, on peut voir sur ces phénomènes-là qu'est-ce qui se passe lorsque la source se déplace. La source se déplace vers la gauche, elle rattrape donc les ondes qu'elle a émises, et derrière elle, les ondes sont plus étalées puisqu'elles s'éloignent des ondes qu'elle est en train d'émettre. Ici, dans le cas du son, rappelez-vous, le son, c'est une onde de pression, et donc les lignes blanches qui sont là, c'est le maximum ondulatoire, disons ici, le maximum de pression. Il y a bien un phénomène particulier qui arrive lorsque la source
va aussi vite que l'onde, puisque chaque fois qu'elle émet une onde, et si elle va à la même vitesse que le phénomène ondulatoire, et la deuxième onde rattrape la première, qui rattrape les autres qui ont été mises avant. Et donc, on a une accumulation d'ondes de pression, on a ce qu'on appelle le fameux mur du son, c'est-à-dire que la source est capable d'aller plus vite que la vitesse de l'onde sonore dans l'air, par exemple, aller plus vite que 300 mètres par seconde. Et donc, à ce moment-là, eh bien, la source va se retrouver devant une zone de haute pression importante et il va y avoir le fameux bang du passage lorsque la source arrive à atteindre la vitesse de l'onde dans le milieu en question. Et donc ici, voici quelques exemples de photos où lorsque l'avion passe le milieu du son, eh bien, il y a apparition ici de condensation. On voit ici le passage du milieu du son avec l'accumulation de pression. Cette accumulation de pression fait que eh bien, la vapeur d'eau ici va passer à l'état liquide. Et donc, on voit apparaître en cône, parce qu'effectivement, lorsqu'il va plus vite que le son, eh bien, on peut dessiner l'ensemble des ondes émises à ce moment-là. L'avion va plus vite que le son, et donc le bruit que vous entendez, c'est après le passage de l'avion. L'avion est passé au-dessus de vous, alors que vous entendez après, en quelque sorte, le son qui arrive. Et vous avez un cône caractéristique d'un avion supersonique. Le son, le front de l'onde a cette forme particulière. Le petit film ici va vous le montrer en direct. Lorsque l'avion va passer le mur du son, il va y avoir apparition de ce cône de condensation derrière. On peut recommencer évidemment le même exercice lorsque cette fois-ci l'observateur se rapproche de la source. Cette fois-ci, la source en rouge est immobile. L'observateur se rapproche de la source. À l'instant t égale 0, il était en position L et il va avec une vitesse négative puisqu'il se rapproche ici de la source. Donc l'équation de l'observateur est simple, c'est l'équation de la droite, L moins V de l'observateur fois le temps t. On a le début de l'onde et la fin de l'onde, le même exercice que précédemment, mais cette fois-ci, comme la source est immobile, l'équation de la fin de l'onde est simplement C fois T moins le temps qui sépare le début de l'onde de la fin de l'onde. Donc ce temps T, S, est soit la période du signal émis par la source, soit simplement la durée du signal émis par la source. C'est le même calcul. On peut donc déterminer directement les deux points d'intersection. Le premier point d'intersection est du début et le point d'intersection de la fin. Et on voit donc directement, par simple manipulation algébrique, que cette façon, la relation est différente. La vitesse de l'onde multipliée par la durée du signal émis par la source est égale à C plus la vitesse de l'observateur multipliée par la durée du signal pour l'observateur. La durée du signal pour l'observateur peut être soit la durée elle-même entre le début et la fin du signal pour l'observateur, ou bien la période du phénomène ondulatoire pour l'observateur. Ce qui fait qu'à nouveau, en inversant, en mettant que la période est l'inverse de la fréquence, on a une relation cette fois-ci différente par rapport à l'exercice qu'on a fait précédemment. La vitesse de l'onde dans le milieu multipliée par la fréquence reçue par l'observateur est égale à C plus V0 multiplié par la fréquence émise par la source. Alors ici, même chose, si la vitesse de l'observateur est égale à moins la vitesse de l'onde, c'est-à-dire que l'observateur s'éloigne à la vitesse de l'onde dans le milieu, et bien aucune de ces ondes, évidemment, ne rattrape l'observateur. Alors, le son est une onde longitudinale, contrairement à l'électromagnétisme qui est une onde transversale. Typiquement, eh bien, la vitesse de l'onde dans l'air est de 344 mètres par seconde, dans l'eau de 1482 mètres par seconde, dans la peau 1570, dans l'acier 5500 mètres par seconde. L'oreille humaine est capable de capter des sons et de traduire ces sons en signal électrique envoyé au cerveau. Et l'oreille entend, entre guillemets, c'est-à-dire tout le système fonctionne si la fréquence s'étale entre à peu près 20 Hz et 20 000 Hz.
En dessous des 20 Hz, des 16 Hz, on appelle ça des infrasons. Et au-dessus des 20 000 Hz, on appelle ça des ultrasons. D'autres animaux ont des fréquences différentes. Par exemple, le chien est capable d'entendre jusqu'à 35 000 Hz. La chauve-souris va utiliser ces ultrasons, vous voyez, qui est capable d'aller de 80 000 à 500 000 Hz. La chauve-souris va utiliser ce système d'ondes sonores ultrasoniques pour se géolocaliser plutôt pour se localiser, c'est-à-dire pour repérer les différents obstacles ou repérer les différents insectes qui sont en train de voler, et ainsi va pouvoir s'orienter, puisque vous savez, c'est un animal essentiellement nocturne, et donc la vision ne lui est pas d'un très très grand secours. Et bien, même chose pour le dauphin. Le dauphin est capable d'utiliser des hautes fréquences à 500 000 Hz pour pouvoir communiquer, entre autres, avec d'autres dauphins, et aussi pour localiser soit des proies, soit des obstacles. L'échographie et l'utilisation médicale des ultrasons utilisent, eux, des fréquences relativement élevées, de 1,5 MHz, donc 1,5 million de Hertz, à 18 MHz. 1 million de Hertz, 1 MHz signifie que la période est de l'ordre de la microseconde, donc 10-6 secondes. La petite expérience que l'expérimentateur lillois va réaliser va illustrer cette onde de pression. Devant la membrane d'un haut-parleur de Chalufu, on place un entonnoir d'environ 15 cm de diamètre. À défaut d'un tel entonnoir, on peut en réaliser un avec du carton léger roulé en forme de cône. On dispose d'une bougie allumée devant l'embouchure de l'entonnoir. Et enfin, on place un CD musical sur la chaîne. Les ondes de pression créées par les vibrations de la membrane font vaciller la flamme de la bougie au rythme de la musique. Si le son est fortissimo, la bougie peut même s'éteindre. Voilà. C'est évidemment la bougie, la combustion utilisant l'air et en utilisant l'oxygène. Il y a toute modification de pression dans l'air se manifeste sur la position de la flamme. Donc on utilise souvent des techniques de flamme pour visualiser les évolutions de pression à l'intérieur de l'air. Alors, l'oreille humaine a cette particularité d'avoir une détection comme l'œil de type logarithmique, c'est-à-dire que l'intensité sonore, rappelez-vous, qui est en watts par mètre carré, sera proportionnelle à la masse par unité de volume du milieu, à la vitesse de l'onde dans ce milieu, à la pulsation au carré et à l'amplitude au carré. Et on relie ça aux variations de pression dans l'air, ou dans le milieu, pardon, par la masse par unité de volume, la vitesse au carré de l'onde dans le milieu, l'amplitude et le nombre d'ondes. Et comme l'oreille humaine a plutôt un comportement non linéaire par rapport à l'intensité sonore, on va définir une échelle logarithmique par rapport à l'intensité la plus faible capable d'être entendue par l'oreille humaine. On établit cette intensité de façon conventionnelle. On a une intensité de base I0 qui vaut 10-12 watts par mètre carré. À cette intensité sonore-là, on est certain que l'oreille humaine est incapable d'entendre le son, quelle que soit la fréquence. Ce n'est pas parce qu'il y a une fréquence entre 20 et 20 000 Hertz que l'oreille entend ce son. Il faut aussi une certaine intensité sonore, parce que sinon, on verra tout de suite, le tympan ne vibre pas et il n'y a pas de communication de ces vibrations à l'oreille interne et donc pas de signal électrique au niveau cérébral. Et donc, on va définir le logarithme du rapport entre l'intensité sonore, I, et l'intensité la plus basse possible de seuil de 10-12 watts par mètre carré. Et on va prendre le logarithme de ce rapport en base 10, qu'on va multiplier par 10. Et cette quantité-là sera appelée le décibel. Ici, c'est moi qui ai noté bêta, mais là, vous pouvez trouver n'importe quel type de notation. Il n'y a pas de notation universelle pour parler de décibel.
Mais la relation, elle, est par contre toujours la même, c'est 10 fois le logarithme en base 10 de l'intensité sonore divisé par l'intensité de seuil. Et c'est cette relation logarithmique qui va permettre de s'ajuster par rapport à l'intensité perçue physiologiquement. C'est-à-dire qu'on ne doit pas doubler l'intensité pour avoir, je dirais, une intensité, une sensation double. On doit modifier de façon exponentielle, en quelque sorte, pour que ce soit le logarithme qui double. D'accord ? Et donc, le décibel est lié plus proche, est plus proche de la perception sensible que simplement l'intensité sonore toute seule. Et donc, au niveau intensité sonore, le spectre, comme je l'ai dit, va de 20 à 20 000 Hz, mais en plus, en fonction de l'intensité, du nombre de décibels, eh bien, on a, je dirais, le profil de la détection sensible de l'oreille. À 0 décibel, vous êtes au seuil d'inaudibilité, et vous voyez que ce seuil d'inaudibilité est meilleur dans les environs de 4000 Hz, et à basse fréquence, eh bien, là, le seuil d'inaudibilité monte plutôt à 80 décibels. Et donc, les courbes qui sont là représentent l'audibilité en termes de fréquence en fonction de l'intensité sonore. Et l'intensité sonore maximale ici va jusqu'à 140 décibels, qui est un seuil de douleur, même si 120 décibels peut être considéré comme dangereux au niveau de l'oreille. 120, ça veut dire que bêta vaut 120. 120 divisé par 10, ça fait 12. Le logarithme du rapport vaut 12. Ça veut dire que le rapport est 10 exposant 12. C'est-à-dire 10 exposant 12 fois l'intensité de base. Vous êtes à 1 watt par mètre carré lorsque vous êtes à ce seuil ici de 120 décibels. Vous êtes autour de 1 watt par mètre carré en termes d'intensité sonore. Les watts par mètre carré sont exprimés ici. Et la pression qui est donnée par l'expression notée ρ, V carré, A, K, est indiquée ici sur cette colonne. Où vous tournez autour de 20 pascal en termes de pression lorsque vous atteignez le seuil de 120 décibels. Alors, l'échelle classique, eh bien, quand on essaie de la mettre en parallèle avec le comportement humain, eh bien voilà, vous êtes à 45 décibels lorsque vous êtes dans un appartement normal, 60 décibels pour une conversation, et puis vous montez jusqu'à 90 décibels pour une tondeuse à gazon à une certaine distance, typiquement 1 mètre, et puis vous continuez, et vous êtes à 120 décibels lorsque vous êtes à quelques mètres d'un moteur à réaction, d'un avion à réaction, ou bien un concert rock en plein air. Bien entendu, ne jamais oublier la conservation d'énergie. La puissance, l'intensité, c'est des watts par mètre carré. Les watts, c'est des joules par seconde. Et donc, si j'examine 2 sphères, l'une en rayon R1, R2, eh bien, la quantité de watts par mètre carré va évidemment changer, puisque si j'intègre tout sur la surface 4pi R1 carré, j'aurai une puissance. Et donc, si je multiplie la surface par l'intensité G des watts, c'est-à-dire des joules par seconde, et c'est cette quantité-là qui doit se retrouver, évidemment, sur l'autre sphère à rayon R2. Ce qui veut dire que l'intensité en watts par mètre carré va décroître comme 1 sur R carré lorsque on s'éloigne d'une distance R. Donc, si on double la distance à la source sonore, on va diviser par 4 l'intensité sonore. Si on triple la distance, on va diviser par 9 l'intensité sonore, c'est-à-dire le nombre de watts par mètre carré. Et ça, c'est simplement une relation de conservation d'énergie. Alors, typiquement, notre système interne, nous avons un tympan qui va communiquer avec l'extérieur à travers l'oreille, et l'oreille a un pavillon pour d'abord protéger l'intérieur du conduit auditif du monde extérieur et en quelque sorte aussi ramener l'onde sonore vers l'intérieur de l'oreille. Le tympan a une forme en moyenne de 10 mm sur 8 mm, à peu près dans 60 mm carrés. C'est en forme, ce n'est pas tout à fait un plan, mais plutôt un cône. Et cet tympan va se mettre à vibrer et communiquer avec ce qu'on appelle l'oreille interne. Il va communiquer sa vibration à différents objets qui vont augmenter ou amplifier la vibration. Il y a toute une série d'objets, ici l'étrier,
l'os principal ici, mais ce qui est capital, c'est la cochlée qui est là, c'est-à-dire que l'onde va venir mettre en vibration un liquide qui se trouve dans cet objet qui ressemble à un coquillage en spirale. Les trois canaux ici, qui s'appellent les trois canaux osseux, sont eux remplis eux aussi d'un liquide et vont servir comme information au cerveau pour déterminer l'attitude, c'est-à-dire si vous êtes debout, assis, etc. C'est-à-dire que l'oreille interne, la partie derrière le tympan, sert à la fois à l'audition, mais aussi à l'équilibre, c'est-à-dire que ces trois os ici, ces trois canaux osseux, qui sont dans trois directions perpendiculaires, donc en quelque sorte l'axe YZ, va déterminer, va informer le cerveau de votre état. Quand je dis état, signifiant est-ce que vous êtes en position verticale, si vous êtes en train de basculer, si vous êtes assis, si vous êtes en train de vous coucher, eh bien cette information sera donnée par les mouvements et la détection à l'intérieur des trois canaux osseux. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la cochlée. À l'intérieur de la cochlée, il y a un ensemble de cellules ciliées qui sont ici, qui sont vues au microscope. Ces cellules ciliées ont des tailles différentes et en fonction de leur taille, ces cellules ciliées vont se mettre à vibrer puisque tout le liquide à l'intérieur de la cochlée est soumis à cette variation de pression et donc la variation de pression va entraîner des résonances au niveau de ces cellules. Ces cellules ciliées vont se mettre à vibrer et vont transformer la vibration sonore en signal électrique qui sera envoyé au cerveau au niveau des côtés gauche et droit, et qui va donc informer le cerveau du son, ou, excusez-moi, vont informer le cerveau au niveau du son. Lorsque l'intensité sonore est trop importante, la vibration de la cellule est trop importante, et vous pouvez briser ces cellules. Donc ici, vous avez une vision au niveau microscopique après un traumatisme sonore, un ensemble de cellules ciliées a disparu. Malheureusement, ces cellules ciliées ne se renouvellent pas. Donc, une fois la cellule ciliée détruite, eh bien, vous avez perdu la capacité auditive nécessaire. Alors, typiquement, le domaine d'utilisation des ultrasons et de l'effet Doppler, il y en aura de deux types. Il y en a plusieurs, mais on va en illustrer deux ici. Eh bien, à savoir, on va mesurer les vitesses de déplacement sanguin. Et donc, les cardiologues utilisent des sources d'ultrasons qu'ils envoient sur le liquide sanguin qui est en train de circuler, dans la carotide par exemple, ou dans l'aorte ou au niveau du cœur. Et donc le signal va être réfléchi par les cellules, par exemple par les globules rouges, et va revenir vers l'émetteur, qui va pouvoir ainsi déterminer la vitesse de déplacement sanguine. De même, il va pouvoir déterminer ici la vitesse de déplacement au niveau du cœur des valves aortiques, des différentes valves qui s'ouvrent et qui se ferment, et ainsi déterminer les vitesses de déplacement. C'est une des techniques classiques d'utilisation de l'effet Doppler. L'autre utilisation de l'ultrason, c'est de faire de l'optique sonore, c'est-à-dire d'être capable de fabriquer une image à partir des ondes sonores. Et là, on utilise cela pour faire, par exemple, l'imagerie du fœtus, puisqu'on n'utilise pas des rayons X. Pour faire une image du fœtus, on utilise des ultrasons qui n'ont aucun effet physiologique majeur sur le fœtus. Donc, on est capable, exactement comme l'optique, de faire une imagerie du fœtus à l'intérieur de la mère. Le petit film ici va vous rappeler la technique de l'échographie. Comment fonctionne une échographie? L'échographie consiste à envoyer du son dans le corps vers les organes que l'on veut voir et analyser comment ce son est réfléchi par ces organes. On a tous vécu l'expérience de l'écho, devant une paroi en montagne ou un immeuble en ville, ou encore dans une caverne, on crie « Oh !» et notre cri revient quelques secondes plus tard. Le son est une onde, un peu comme les vagues à la surface de l'eau. Quand les vagues heurtent la paroi d'un quai ou d'une falaise, elles se réfléchissent, du moins si la falaise est suffisamment lisse. Car s'il y a des aspérités trop grandes, le front des vagues est détruit. À partir de quand une aspérité est trop grande? Eh bien, grosso modo, quand elle est de la taille de la distance qui sépare deux vagues successives, ce qu'on appelle la longueur d'onde. Par exemple,
Pour les vagues de l'océan, qui ont une longueur d'onde de quelques mètres, une falaise avec des blocs de rochers désordonnés de plusieurs mètres à ses pieds va briser les vagues. Au contraire, un quai bien lisse pourra même réfléchir les vagues de longueur d'onde de quelques centimètres produites par les bateaux. Le son produit par la parole a une longueur d'onde de l'ordre du mètre. Face à un immeuble moderne à la façade lisse, le son est donc réfléchi. Si l'on fait face à l'immeuble, l'onde sonore se propage jusqu'à la façade, puis se réfléchit et revient. Nous entendons l'écho. Comme le son se propage dans l'air à 340 mètres par seconde, le temps de retour de l'écho sera de 2 secondes si l'immeuble se trouve à 340 mètres, le temps de faire l'aller-retour. Et bien sûr, on entendra l'écho que si l'on a crié suffisamment fort pour être entendu à 680 mètres, la distance totale parcourue par le son. Dans une pièce, les meubles devant les murs jouent le rôle des aspérités des parois et brisent l'écho. Mais dans une pièce vide, le son est très bien réfléchi par les murs. Si l'on est au centre d'une pièce de 4 mètres sur 4 mètres, le son ne met que 1 centième de seconde pour revenir à nos oreilles. On a l'impression que les voix résonnent, bien que ce soit en fait de l'écho. Si l'on était capable de mesurer avec précision le temps que met le son pour revenir, on pourrait en déduire la distance entre nous et le mur. D'ailleurs, c'est de cette façon que fonctionnent la plupart des télémètres que l'on trouve en grande surface. On dirige le télémètre vers la surface, dont on veut connaître la distance, on envoie un bip sonore, on mesure le temps qu'il met pour revenir, et le tour est joué. La précision de la mesure dépend de la longueur d'onde du son utilisé. Pour ne pas gêner l'utilisateur, les télémètres utilisent un son dans une gamme de fréquences inaudibles, ce qu'on appelle les ultrasons. Ces ultrasons ont une longueur d'onde de 9 mm et la précision de la mesure sera donc de l'ordre du centimètre. Dans une pièce avec des murs de forme complexe, il suffit de déplacer le télémètre en face de chaque mur pour reconstituer le plan de la pièce. L'échographie fonctionne exactement sur le même principe. L'instrument utilisé, l'échographe, est un télémètre à ultrasons relié à un ordinateur. Celui-ci a pour tâche d'analyser les temps de retour du son pour reconstituer l'image des organes qui réfléchissent le son. L'échographe a besoin d'une précision de l'ordre d'1 millimètre et il fonctionne donc avec des ultrasons de très petite longueur d'onde, typiquement inférieurs au millimètre. Pour échographier un fœtus ou un organe, on place la sonde au contact de la peau, au plus près de l'organe du fœtus. On utilise un gel pour améliorer le contact entre la sonde et la peau, pour que le son ne se réfléchisse pas sur la peau et entre bien dans le corps. L'échographie permet de visualiser l'intérieur du corps humain, mais elle peut beaucoup plus. Par exemple, on peut mesurer grâce à l'effet Doppler la vitesse de déplacement du sang à l'intérieur des artères, des veines ou du cœur. En effet, quand une onde sonore est réfléchie par un objet en mouvement, sa longueur d'onde est modifiée proportionnellement à la vitesse de l'objet. En comparant la longueur d'onde de l'écho à celle du son initial, on peut donc en déduire la vitesse de l'objet. C'est l'échographie Doppler. Voilà pour le film réalisé par nos collègues de l'Université de Lille. Il y a juste une petite précision à ajouter. Elle dit que le signal qui réfléchit est proportionnel à la vitesse des déplacements des globules rouges. Ce n'est pas une proportionnalité linéaire, c'est une relation non linéaire entre la fréquence reçue et la fréquence émise. C'est celle que vous déterminez en faisant le calcul de l'effet Doppler et de son écho dans les différents exercices, et vous verrez que la réponse n'est évidemment pas linéaire. Il n'y a pas une proportionnalité du genre, si vous doublez la vitesse des globules rouges, eh bien la fréquence reçue va doubler, par exemple, multipliée par 2, ce n'est pas une relation linéaire. Et ça, c'est un détail. Ici, il s'agissait d'une présentation vulgarisée, bien entendu. Alors, c'est la même chose, évidemment, pour la lumière. On vous rappelle ici, la lumière est une onde, mais cette fois-ci électromagnétique transversale, et électromagnétique signifiant aussi qu'elle peut se propager dans le vide. La vitesse dans le vide est la plus grande, elle vaut à peu près 3 à 10 exposants 8 mètres par seconde,
et elle est fixée une fois pour toutes par un accord international sur sa valeur, et donc la valeur est inscrite ici. Dans les milieux comme l'eau ou le verre, eh bien, la vitesse de la lumière est plus petite, c'est tout à fait différent que la vitesse du son. Et donc, vous ne pouvez pas dépasser la vitesse de la lumière dans le vide, mais dans l'eau, par exemple, ou dans le verre, vous pouvez avoir des particules qui se déplacent plus vite que la vitesse de la lumière dans le milieu. Et c'est cette technique-là qui va amener l'apparition du fameux cône, cette fois-ci non pas du cône du passage du son, mais du cône du passage des particules qui dépassent la vitesse de la lumière dans l'eau ou qui dépassent la vitesse de la lumière dans le vide, dans l'air, sans jamais dépasser la vitesse de la lumière dans le vide. Alors, les fréquences correspondantes aux ondes électromagnétiques, c'est-à-dire à la lumière, elles aussi vont être déterminées par notre faculté de percevoir ce rayonnement électromagnétique. Chez l'être humain, eh bien, nous percevons des longueurs d'onde qui vont de 400 nanomètres à 800 nanomètres. Notre œil est sensible dans cette plage-là et va transformer l'énergie du rayonnement lumineux en information électrique envoyée vers le cerveau, et c'est la détection, ce qu'on appelle la vue. On appelle la longueur d'onde de 400 nanomètres le violet, et dans les environs de 700 à 800, le rouge. Et bien entendu, vous avez des longueurs plus petites, longueurs d'onde plus petites que 400 nanomètres, s'appelleront l'ultraviolet, comme l'ultrason, et de même, au-dessus de 800 nanomètres, on appellera ça l'infrarouge. Au-delà de ce spectre qu'on appelle le spectre visible, vous avez donc l'ultraviolet et l'infrarouge. Et bien, au-delà de là, vous avez les micro-ondes, typiquement les ondes utilisées par vos GSM, le Wi-Fi et le Bluetooth, les ondes FM radio et puis les grandes ondes, ce qu'on appelle les ondes radio de grande longueur d'onde. Au-delà de l'ultraviolet, vous avez les fréquences et les longueurs d'onde associées au rayon X, et après le rayonnement électromagnétique dit gamma, avec des très très courtes longueurs d'onde. L'énergie est d'autant plus grande que la longueur d'onde est petite. Et donc ici, l'énergie augmente de la droite vers la gauche dans le schéma qui est présenté ci-dessus. L'œil humain, on en a parlé déjà quand on a revu l'optique, est constitué typiquement de la cornée, de la pupille qui va laisser passer la lumière, de l'iris, et le cristallin va jouer le rôle de cette fameuse lentille pour venir fabriquer une image sur la rétine. Nous avons un certain nombre de cellules ici capables de transformer l'énergie lumineuse en signal électrique. Nous avons d'une part les bâtonnets qui sont non sensibles, qui ne différencient pas la couleur, disons ça comme ça, qui sont sensibles à l'intensité de la lumière. Par contre, nous avons trois types différents de cônes qui sont, eux, sensibles spécifiquement au bleu, au vert et au rouge. Nous sommes donc des êtres humains avec ce qu'on appelle un type de vision trichromique. Nous avons trois types de cônes. Ici, vous avez quelques exemples, par exemple chez les oiseaux, où ils ont 4 types de cônes, et donc 4 cônes sensibles à 4 longueurs d'onde différentes. Vous voyez 370 nanomètres, 445, 508, 565, qui est simplement la localisation en termes de longueur d'onde du maximum de détection de ce cône. Et donc, en fonction des informations obtenues par les 3 types de cônes et par les bâtonnets, notre cerveau construit en quelque sorte une image en couleur de notre environnement. Voilà, ceci termine en fait termine le chapitre sur les ondes. Donc dans ce chapitre ici, on avait simplement revu la notion d'onde de pression qui était le son et d'onde lumineuse, même si on a fait le cours spécifique sur l'optique. Et l'intérêt ici était de mettre en avant l'effet Doppler, indépendamment des autres effets comme l'interférence, la diffraction, etc. Si vous examinez l'ensemble des examens, on a très peu posé des questions sur des phénomènes ondulatoires propres, mais on a tout le temps posé des questions sur l'effet Doppler, puisque dans l'effet Doppler, on doit simplement manipuler des équations de droite, et donc ça relève
un chapitre relativement simple qui mélange à la fois la physique et les mathématiques, mais des mathématiques simples, hein, les équations de droite et l'intersection de droite, qui permettent de déterminer les temps de réception, la distance de l'obstacle, bref, de faire de l'échographie élémentaire. Donc, on termine aujourd'hui tout ce qui est révision, et à partir de la semaine prochaine, on va aborder, puisqu'il nous reste, d'après moi, on a encore cours lundi prochain et mardi prochain, et puis la semaine qui suit, donc il nous reste 4 cours, et donc ça nous permettra de faire 4 révisions au minimum, et donc on va reprendre les examens de Q2 d'abord, la semaine prochaine, donc la semaine du 22 et le 23, je vais choisir des questions du Q2 et les traiter pendant les cours. Et puis la dernière semaine du 29 et du 30, je vais reprendre des questions de Q1, de telle façon à revoir aussi la matière du Q1, la matière d'examen du Q1. Donc je vais aller chercher les examens qui sont postés sur l'université virtuelle et je vais choisir quelques exemples de questions exemplatives. Rappelez-vous, il n'y a pas de ressort cette année, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de questions sur les mouvements vibratoires du ressort, puisque ce chapitre a sauté, puisqu'on l'a remplacé par de l'électricité et de l'électromagnétisme. Et de même, le chapitre concernant la thermodynamique des gaz pour les anciens examens n'apparaissent pas cette année, puisque de nouveau, on a dû supprimer ce chapitre de thermodynamique des gaz. Par contre, la chaleur, bien entendu, fait partie de Q2, et donc il y aura des questions sur la chaleur, sur la calorimétrie simple, sur l'isolation thermique, c'est-à-dire la conductibilité thermique, sur le rayonnement thermique. Il suffit d'examiner les examens et vous verrez que j'ai systématiquement posé des questions sur ce sujet. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Et de même, si vous avez des préférences, si vous me dites, voilà, on préfère traiter l'examen de 2018 ou une question précise sur l'examen 2016, n'hésitez pas, hein, soit de vous m'envoyer un mail, soit de vous me poser directement ces questions, et j'aborderai évidemment cette question la semaine prochaine. Donc, je vais choisir moi les questions, mais si vous avez des préférences, n'hésitez pas à me l'indiquer, soit via la page Facebook, soit via un mail. Voilà, est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce cours?